Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Optimal Subsp sur la propagation dans les milieux conducteurs. Donc dans un cours précédent, on avait étudié les conducteurs ohmiques, donc on avait présenté de manière microscopique la conduction par exemple dans un métal. Et en fait, ce qu'on étudiait, c'était quelle était la réaction des électrons dans un métal à le fait qu'on impose un champ électrique constant extérieur. Donc c'est le cas par exemple de l'électrocinétique où vous avez un générateur de tension, et puis quand vous le branchez, ça fait une tension constante, un champ électrique uniforme à l'intérieur du matériau, qui va mettre les électrons en mouvement, et ça cause donc ce qu'on a dérivé de ça, la loi d'Ohm locale. Maintenant, on va étudier un phénomène un petit peu différent, c'est qu'on va toujours étudier la réaction de porteurs de charge libres à un champ extérieur, sauf que cette fois-ci, on ne va pas étudier directement un champ uniforme qui va mettre les électrons en mouvement, on va étudier qu'est-ce qui se passe quand on a une onde électromagnétique qui va arriver dans un milieu conducteur, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que l'onde va se propager ou pas, et comment vont réagir les électrons. Donc dans un premier temps, ici, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un plasma. Donc il y a deux grands types de conducteurs qu'on va étudier dans le programme de SPE. Il va y avoir d'une part les métaux, donc ça ce sera le sujet d'un prochain cours, et il y aura aussi les plasmas. Alors qu'est-ce qu'un plasma déjà? Quelle définition on peut en donner? Un plasma, c'est un ensemble de charges libres, mais c'est un ensemble qui est localement neutre. Alors vous allez avoir autant de charges positives que de charges négatives. Donc en général, un plasma, ça va être constitué en fait de matière ionisée. Si par exemple vous avez un gaz, et que ce gaz, vous le bombardez avec des photons très énergétiques, vous pouvez arracher les électrons des atomes. Et à cause de ça, vous allez avoir un ensemble de cations, donc d'atomes positifs qui ont perdu des électrons, et d'électrons qui se promènent. Et cet ensemble, ça va former ce qu'on appelle un plasma. Donc vous avez plusieurs types de plasmas, il y a ce qu'on appelle les plasmas chauds et des plasmas froids. Un plasma chaud, c'est quelque chose, en général ça va être un plasma qui va être très concentré, où vous allez le chauffer très très fort pour qu'il perde ses électrons. C'est ce qu'on va trouver par exemple dans les réacteurs à fusion nucléaire. Et vous allez avoir aussi des plasmas froids, dont un bon exemple c'est l'ionosphère. Donc l'ionosphère, qu'est-ce que c'est? C'est une des couches supérieures de l'atmosphère. Et cette couche supérieure, c'est elle qui va récupérer toute l'énergie qui arrive du Soleil. Donc elle va être un petit peu en quelque sorte en première ligne des rayons énergétiques qui arrivent de l'espace. En particulier, vous avez des rayons ultraviolets qui sont des rayons assez énergétiques. Et ces rayons, en fait, ils vont avoir la capacité d'arracher des électrons, des molécules de la couche supérieure. Donc en fait, ça va ioniser la partie supérieure de l'atmosphère. On appelle cette partie-là l'ionosphère. Donc c'est un plasma qui est très dilué. Et puisque ce plasma est dilué, l'hypothèse qu'on va faire, nous, pour notre calcul, ça va être qu'il n'y a pas de collision. Donc le fameux terme de frottement qu'il y avait en moins m sur tau fois v, qu'on avait regardé dans le cas des conductions ohmiques, ici, il ne va pas être présent. Il va être en fait négligeable par rapport aux autres forces. Voilà, donc notre plasma, il va être constitué d'un ensemble d'ions. Donc les ions, on va noter leur masse grand M, qui va être grande devant la masse petit m des électrons, bien entendu. Donc ce sont des cations, donc ils auront une charge plus Q, et les électrons auront une charge moins Q. Donc pour commencer à étudier la propagation, on va écrire la relation fondamentale de la dynamique appliquée à un ion. Et on va voir que pour les électrons, le calcul sera absolument symétrique. Donc pour un ion, ce qu'on peut écrire, c'est que la masse grand M de l'ion fois son accélération, donc on va noter VI, la vitesse d'un ion, est égale au bilan des forces subies par cet ion. Donc, encore une fois, on va négliger son poids. On avait déjà vu dans la vidéo précédente sur la conduction ohmique que quand on a des poids, des masses de l'ordre de la masse des particules élémentaires, donc si on a un ion, ça va être quelques 10 puissance moins 27, moins 26 kg, et on va pouvoir complètement négliger le poids. Et on a vu qu'on négligeait les frottements. Donc il reste un seul terme, ça va être la force électromagnétique. Donc la force électromagnétique a deux termes dans notre cas, puisqu'on a une onde. On va avoir le terme électrique en E et le terme en V vectoriel B qui va correspondre à la partie magnétique de la force de Lorentz. Donc là, on a la partie électrique et là, la partie magnétique. Et la somme de ces deux parties, ça nous donne la force de Lorentz. Une question qu'on se pose fréquemment quand on a affaire à une force de Lorentz, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas, comme toujours en physique, est-ce qu'on ne peut pas simplifier ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un de ces termes qui serait négligeable par rapport à l'autre? Alors, on va voir qu'on va pouvoir simplifier pas mal ce problème avec la considération de la vitesse des particules. Ici, comme vous le voyez, puisque on n'a pas un champ électrique et un champ magnétique qui sont indépendants, ce n'est pas comme si on avait à poser d'une part un champ électrique et d'autre part un champ magnétique, c'est une onde électromagnétique. Puisque c'est une onde électromagnétique, elle suit les équations de Maxwell. Et que va nous dire les équations de Maxwell? En particulier, si on regarde l'équation de Maxwell-Faraday,
rotationnel de E égale moins la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps. Cette équation de Maxwell-Faraday, en ordre de grandeur, avait donné un ordre de grandeur de l'amplitude du champ électrique par rapport à celle du champ magnétique. Donc ça, si on a une onde, par exemple une onde harmonique, une onde plane progressive, ça va être de l'ordre de... Alors on va écrire les ordres de grandeur en jaune. Donc rotationnel de E, c'est de l'ordre du vecteur d'onde K fois l'amplitude du champ électrique E. Et ça, en ordre de grandeur, à quoi ça va être égal? Dérivé par rapport au temps, si on a une onde plane progressive, bah, c'est comme faire tomber un oméga de l'exponentielle. Donc ça va être de l'ordre de oméga fois B. Donc en ordre de grandeur, cette équation de Maxwell-Faraday, elle va s'écrire K fois l'amplitude de E égale oméga fois l'amplitude de B. Autrement dit, B, il va être égal à K divisé par oméga fois E. Autrement dit, B, il est de l'ordre de E divisé par C, où C est la célérité de la lumière dans le vide. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire maintenant? Si on regarde maintenant l'ordre de grandeur de la force de Lorentz, donc au sein de la force de Lorentz, on va avoir V vectoriel B en ordre de grandeur qui va être égal donc à V fois B, c'est-à-dire, d'après l'ordre de grandeur qu'on a calculé, V sur C fois E. Or ici, on a des particules qui sont non relativistes, parce qu'on a juste des ions qui subissent un champ électromagnétique qui va être de faible intensité, donc il n'est certainement pas assez puissant pour les accélérer à des vitesses de l'ordre de la vitesse de la lumière. Donc ça, en fait, ça va être négligeable devant E. Pour des particules non relativistes. On va donc négliger le terme magnétique de la force de Lorentz. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste finalement la masse fois la dérivée de la vitesse de l'ion par rapport au temps égale Q fois E. Alors, on va passer en notation complexe, donc en régime sinusoïdal. Ce que ça nous donne, c'est moins I oméga M VI égale Q fois E. C'est-à-dire VI égale I Q divisé par M oméga fois E. Donc ça, c'est pour un ion. Donc maintenant, si on considère l'ensemble des ions, en faisant la moyenne évidemment sur tous les VI, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que le courant J, qui vaut NQ fois la moyenne des VI, va être égal à quoi? À INQ carré sur M oméga fois E. Donc là, ce J, en fait, je vais l'appeler JI, parce que c'est la contribution des ions à la densité de courant électrique. Alors, ça, c'est juste la partie pour les ions. Donc maintenant, si vous voulez, on peut faire exactement le même calcul pour les électrons. Pour les électrons, le calcul est identique. Et toutes les considérations d'approximation qu'on a dites, évidemment, restent vraies. Ici, tout ce qui va changer, c'est qu'on remplace Q par moins Q. Mais en fait, on va obtenir que, du coup, le courant des électrons, il va être égal à I fois
nq carré sur, cette fois-ci, petit m oméga fois E. Et donc la densité volumique de courant dans le plasma s'écrit J qui vaut la somme des deux. Et donc J vaut I nq carré sur oméga fois 1 sur petit m plus 1 sur grand M fois E. Or, je vous le rappelle, petit m, c'est environ égal à 1/2000 de la masse d'un proton, MP. Donc, puisqu'un ion s'est constitué de plusieurs protons et neutrons, évidemment, on va avoir petit m qui est très négligeable devant grand M. Ça, ce que ça signifie, en fait, c'est que la contribution des ions à la densité volumique de courant va être négligeable. Comment on peut le comprendre? C'est que les ions ils vont être mis en mouvement donc, par le passage de l'onde électromagnétique et les électrons aussi. Mais un ion, c'est beaucoup plus lourd qu'un électron. Et donc, puisqu'il est beaucoup plus lourd, ça veut dire qu'il est beaucoup plus inertiel que l'électron. Autrement dit, il va être difficile à mettre en mouvement. Donc, quand l'onde électromagnétique passe, les électrons se mettent en mouvement assez facilement, mais les ions, pas trop. Ils vont un petit peu plus galérer à bouger, entre guillemets. Donc, à cause de ça, en fait, ils vont très peu contribuer à la densité volumique de courant. Donc, puisqu'on a ça, on en déduit que la contribution des ions est négligeable. Ce qui nous donne la formule de la densité volumique totale de courant, qui est tout simplement I nq carré sur petit m oméga fois E. Donc ça, c'est la loi d'Ohm locale dans le plasma. Alors je mets loi d'Ohm entre guillemets, parce que ce n'est pas un conducteur ohmique. Mais en tout cas, c'est la loi qui vous relie le vecteur densité de courant au champ électrique d'une onde électromagnétique qui passe dans un plasma. Alors, qu'est-ce qu'on remarque d'assez intéressant? C'est que ça, c'est de la forme J égale gamma E. Sauf que si vous vous souvenez, ce gamma qu'on avait calculé dans un conducteur ohmique, c'était évidemment un nombre réel. Mais ici, gamma, comme vous le voyez, est imaginaire pur. Et c'est ça qui va changer absolument le comportement du monde électromagnétique dans un plasma par rapport à un conducteur ohmique. Alors en particulier, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que si on essaie de calculer l'énergie dissipée à l'intérieur de ce plasma, quelle serait-elle? Donc l'énergie dissipée, je vous rappelle, c'est, on l'avait vu, c'est le produit scalaire, ça va être donné l'énergie dissipée volumique, le produit scalaire entre J et E. Ce qu'on voit ici, c'est que J, c'est égal à un nombre imaginaire pur fois E. Donc à cause de ça, on a J et E qui sont déphasés de pi sur 2, donc orthogonaux. Et à cause de ça, la puissance volumique dissipée, elle vaut strictement 0 dans un plasma. Il n'y a pas de perte d'énergie à cause du fait que J et E, ils sont en quadrature. Ils sont déphasés de pi sur 2. Une manière plus mathématique de le comprendre, c'est que vous avez une formule, quand vous avez des représentations complexes comme ça qui vous donnent la puissance, c'est la moitié de la partie réelle de J fois le conjugué de E. Et puisque E est réel et J est imaginaire pur, bien évidemment, ça fait 0. Il n'y a pas de partie réelle, ça fait juste un nombre imaginaire pur.
Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un plasma, ce qui est très différent du métal, c'est qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Comment on peut le comprendre? Dans un métal, si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on avait choisi comme modèle? On avait pareil un modèle avec le terme inertiel, là le mdv sur dt, un terme de frottement, et un terme qui correspond justement à la force électrostatique. Alors ici, c'est plus statique, hein, c'est une force électrique, mais on avait aussi un champ électrique qui était dans le cas du conducteur ohmique. Dans un métal, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous avez deux termes avec un temps, vous avez le terme de frottement et le terme inertiel, terme en mdv sur dt. Dans un métal, on a dit on est en régime permanent, donc il n'y a pas de mdv sur dt, il y avait juste le terme de frottement. Et à cause de ça, on trouvait une conductivité qui était réelle. Et cette conductivité réelle nous amenait à de la dissipation d'énergie par effet Joule. Ici, on est dans le cas symétrique, c'est-à-dire on n'a pas de frottement parce que le plasma est dilué, donc il n'y a pas de collision, il n'y a rien du tout. En revanche, on va garder le terme en dv sur dt, qui ici va prendre toute son importance. Et à cause de ça, puisqu'il n'y a pas de frottement et un terme en dv sur dt, on va avoir une conductivité imaginaire pure et donc pas de dissipation. Donc la morale de cette histoire, c'est que la dissipation d'énergie dans un conducteur est causée par la partie réelle de la conductivité. Donc imaginons maintenant qu'on essaye d'étendre un peu notre modèle, de faire quelque chose d'un peu hybride, comme on vient de le voir, hein, dans le cas d'un métal, par exemple, on oublie le terme inertiel, on garde que le terme de frottement. Dans le cas d'un plasma, on fait l'inverse, on garde le terme inertiel, on oublie le terme de frottement. On pourrait avoir envie de se dire, qu'est-ce qui se passe si je mets les deux termes? Donc imaginons qu'on a un plasma qui n'est pas dilué, donc dans lequel on considère les collisions. Donc si on ajoute un terme de frottement, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait par exemple mdv sur dt égale moins m sur tau v plus QE. Dans ce cas-là, vous pourrez vous convaincre qu'on obtient toujours une loi d'Ohm, J égale gamma E, mais cette fois-ci avec gamma qui va s'écrire un gamma 0, qui est le gamma réel, divisé par 1 moins I oméga tau fois E. Et donc il y a deux cas limites dans le cas de ce gamma, qu'il nous faut retrouver le comportement métal et le comportement plasma. Donc ces cas limites sont les suivants. Vous allez avoir le premier cas limite qui correspond à taux très grand devant 1 sur oméga. Donc ça correspond au cas en fait où vous n'avez pas de collision. Donc dans ce cas-là, on retrouve gamma imaginaire pur. Ça, c'est le cas du plasma. Et deuxième cas, taux très petit. Donc ça veut dire beaucoup de collisions. Et ça, c'est bien entendu le cas du métal, parce que si vous avez taux qui est très petit, vous pouvez négliger le terme en I oméga tau, vous avez juste gamma égale gamma 0. Et ça, c'est le cas du métal. Alors maintenant qu'on a posé les bases de ce qu'est la conductivité et l'interprétation de sa partie réelle et imaginaire, on va voir dans la partie suivante qu'est-ce qui va en être sur la dispersion et la réflexion ou l'absorption de l'énergie à l'intérieur d'un conducteur. Alors dans cette partie, on va s'intéresser aux propriétés donc, de dispersion qui peuvent se dérouler dans un plasma. Donc vous avez votre onde qui arrive, qui veut se propager à l'intérieur du plasma, elle arrive dessus, et en fonction de sa fréquence et de son vecteur d'onde, on va voir qu'est-ce qui peut se passer. Alors quand on veut avoir une relation de dispersion, donc je vous rappelle, la relation de dispersion, c'est le lien entre le vecteur d'onde K et la pulsation oméga d'une onde pleine progressive.
C'est toujours la même méthode. Ce qu'on fait, c'est qu'on va injecter la forme de l'onde plane progressive qui nous intéresse dans les équations de Maxwell. Sauf qu'à chaque fois que vous faites ça, parce que vous pouvez regarder des relations de dispersion dans un plasma, dans un métal, dans tous les matériaux que vous voulez, dans le vide, ce que vous faites à chaque fois, c'est que vous allez adapter les équations de Maxwell à votre problème. Donc ici, j'ai réécrit les équations de Maxwell, les 4. Alors, une petite remarque sur le vocabulaire. Là, au tableau, j'écris des choses comme MG pour Maxwell-Gauss ou OPPH pour onde plane progressive harmonique. C'est des abréviations que vous pouvez évidemment utiliser comme ça à l'oral pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, évitez de trop utiliser ces abréviations. Par exemple, dans une copie de concours, c'est souvent pas très apprécié. Donc, bien sûr, ça fait gagner du temps, mais il faut les utiliser avec beaucoup de parcimonie. Donc, quand vous avez les 4 équations de Maxwell qui sont ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de particulier ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que comme on est dans un plasma, et qu'un plasma, c'est localement neutre, le terme en ρ qui va intervenir dans l'équation de Maxwell-Gauss vaut 0. Donc on va avoir en fait que la divergence de E vaut 0, comme la divergence de B, ils sont tous les deux à flux conservatif. Et on a toujours les équations de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère. Et ce qu'on va pouvoir rajouter en plus, pour adapter nos équations de Maxwell ici, c'est que le J qui intervient, là, la densité volumique de courant dans le Maxwell-Ampère, on va pouvoir se servir de la loi d'Ohm pour l'exprimer directement en fonction de E. Alors, la loi d'Ohm adaptée, évidemment, dans le cas du plasma. Alors, donc la méthode est toujours la même. On prend des ondes planes progressives harmoniques. Donc voilà, je vais choisir cette forme pour ces ondes. Et on va réécrire les équations de Maxwell en utilisant ces formes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les équations de Maxwell? Les termes en divergence, quand on prend le cas d'une onde plane progressive avec un vecteur d'onde K, faire la divergence du vecteur E, prendre sa divergence, c'est la même chose que faire le produit scalaire avec le vecteur d'onde K. Et prendre un rotationnel, c'est la même chose que faire un produit vectoriel avec K, avec IK plus précisément. Donc mes équations de Maxwell vont prendre cette forme que vous voyez ici, où là, pour l'équation de Maxwell-Ampère, j'ai utilisé la loi d'Ohm pour remplacer J par gamma E, et donc j'ai un gros terme là qui est en facteur de E. Alors, pour obtenir une équation de dispersion à partir de ça, la méthode qu'on va utiliser, c'est vous prenez en général 2 des équations de Maxwell et vous allez les combiner l'une avec l'autre pour essayer d'éliminer les termes de champ électrique et de champ magnétique. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est prendre l'équation de Maxwell-Faraday, la combiner avec l'équation de Maxwell-Ampère. Donc si je fais K vectoriel, l'équation de Maxwell-Faraday, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner IK vectoriel K vectoriel E qui est égal à oméga fois IK vectoriel B. Mais ce K vectoriel B, je peux tout simplement l'exprimer avec l'équation de Maxwell-Ampère. Et ici, je vais pouvoir me servir de la formule du double produit vectoriel, qui veut dire que ça, en fait, ça va être égal à K scalaire E suivant K moins K carré suivant E. Et donc, je vous laisse faire le calcul. Qu'est-ce qu'on va obtenir finalement? On va obtenir que on obtient que K carré, c'est égal à oméga sur C au carré plus I mu 0 oméga fois gamma de oméga. Je rajoute la dépendance en oméga ici pour bien rappeler que la conductivité va dépendre de la fréquence. Ça, c'est la relation de dispersion dans le plasma. Et qu'est-ce qu'on remarque de très intéressant ici, c'est que le vecteur d'onde K, ici, en fait, ça va être un vecteur d'onde complexe. Il va avoir une partie réelle et une partie imaginaire dans le cas le plus général. Et ça va avoir des conséquences assez dramatiques sur la propagation. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire K égale sa partie réelle, qu'on va appeler K', plus I fois sa partie imaginaire, qu'on va appeler K seconde. En injectant ça dans la forme de l'onde plane progressive harmonique, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que E,
ça va être égal à E0 fois exponentielle de I k scalaire R. Alors ce k scalaire R, il va donner deux termes. Vous allez avoir k' scalaire R plus I k seconde scalaire R. Et ce I k seconde scalaire R, vous allez avoir I fois I qui va donner un moins 1. Et donc on va avoir ici une exponentielle réelle en fait, moins k seconde scalaire R, et un terme de propagation habituel, k' scalaire R, moins oméga t. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Vous voyez, si k avait uniquement une partie réelle, donc il y avait juste le k' qui était non nul, bah on aurait juste ce terme. Ça, c'est le terme de propagation que vous connaissez bien. Mais ici, puisqu'on a un k seconde qui, a priori, en toute généralité, est non nul, on va avoir un deuxième terme qui se rajoute, qui est une exponentielle réelle. Et donc ça, en fait, c'est un terme d'atténuation. Et en fait, comme c'est une exponentielle, ça va s'atténuer assez dramatiquement vite. Dès que vous avez k seconde qui va être non nul, bah, tout de suite, vous allez avoir ce terme qui va carrément tuer l'onde au cours de sa propagation. Donc, à cause de ça, dès que vous avez k avec une partie imaginaire, l'onde ne peut pas se propager. Et est rapidement atténuée. Donc c'est ça qui va se produire. Dès que vous avez un cas ici, on pourrait regarder les solutions de cette équation en fonction de la conductivité, c'est ce qu'on va faire juste après. Si vous avez par exemple une conductivité purement réelle, vous allez voir que K, il va avoir une partie imaginaire, une partie réelle, et à cause de ça, il va y avoir de l'atténuation. Et on peut regarder d'autres cas en fonction de ce que vaut la conductivité, quelle va être l'importance de la partie imaginaire et de la partie réelle de K, et donc comment va se produire l'atténuation. Mais d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que dès que vous avez un K seconde qui est non nul, ce terme, comme c'est un terme exponentiel, ça va tout de suite tuer la propagation, donc l'onde va légèrement pouvoir pénétrer à l'intérieur du plasma, si elle arrive par exemple en incidence normale sur le plasma, mais très très vite, son amplitude va s'atténuer à cause de ce terme exponentiel réel, et l'onde donc ne va plus se propager. Donc, dans une dernière partie, on va maintenant voir qu'est-ce qui se passe quand on prend l'expression de la conductivité pour un plasma et en fonction de la fréquence, quelle va être la conséquence sur la possible propagation d'une onde à l'intérieur d'un plasma. Alors, dans cette dernière partie, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on éclaire un plasma en incidence normale avec une onde électromagnétique, une onde plane, et en fonction de la fréquence de l'onde plane, qu'est-ce qui peut se passer. Alors, dans la partie précédente, on avait dérivé la relation de dispersion, qui est ici. Et on voit que cette relation de dispersion, il y avait encore une inconnue à l'intérieur, enfin une inconnue, il y avait un paramètre qui était la conductivité ici, qui dépend de oméga. Et comme on l'a dit, en fonction de ce que vaut cette conductivité, on pourra avoir une relation de dispersion qui nous donnera un cas éventuellement avec une partie réelle ou non, une partie imaginaire ou non, etc. Et on a vu les conséquences. On a vu quand on avait une partie imaginaire pour K, ça faisait une onde atténuée, et la partie réelle correspondait quant à elle à la propagation. Dans un plasma, on a vu en première partie que la conductivité est imaginaire pure. C'est juste I fois n carré sur m oméga. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on injecte cette forme à l'intérieur de la relation de dispersion? À cause du I là, qu'il y a dans la conductivité et le I qui se trouve ici, en fait, ça va donner un moins mu0 carré n carré sur m. Et ça, on peut le réécrire de manière un petit peu plus propre de la façon suivante. C'est la différence de deux fréquences au carré, la fréquence oméga carré moins un paramètre qu'on appelle oméga p, qui est homogène à une fréquence au carré, divisé par la vitesse de la lumière au carré. Et ce oméga p, il vaut n carré sur m epsilon 0. Et ce oméga p, on va l'appeler la pulsation de plasma. On va voir qu'elle va nous définir deux régimes qui vont être drastiquement différents. Pour quelle raison? Le premier cas, c'est si jamais on a oméga qui est strictement supérieur à oméga p. Dans ce cas-là, ce qu'on va avoir, c'est que k carré est strictement positif. Donc, le vecteur k est réel. Puisque le vecteur k est un vecteur réel,
il ne va pas y avoir d'atténuation de l'onde. On a uniquement de la propagation. L'onde peut se propager sans s'atténuer à haute fréquence. Haute fréquence, c'est-à-dire à des fréquences supérieures à la pulsation de coupure, la pulsation de plasma. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de partie imaginaire pour K, donc l'onde elle va se propager. Donc si jamais vous envoyez une onde de haute fréquence sur un plasma, l'onde va juste traverser le plasma un petit peu sans le voir. Comment on peut interpréter ça de manière un peu physique? Donc dans un plasma, comme on l'a vu, on a des charges qui sont libres, et quand l'onde arrive au niveau des charges libres, elle va les mettre en mouvement. Donc ce qu'on a vu, c'est que les ions, ils avaient une contribution négligeable à ça, donc on oublie les ions, on considère juste les électrons. Donc vous avez l'onde qui va arriver sur le plasma et qui va mettre les électrons en mouvement. Qu'est-ce qui se passe si la fréquence est très élevée? La fréquence, en fait, la fréquence du champ électrique, puisque le champ électrique fait bouger les électrons, la fréquence du champ électrique, ça va imposer une fréquence de mouvement aux électrons. Si jamais vous demandez aux électrons de bouger à basse fréquence, ils vont pouvoir bouger, parce que les électrons ont une certaine inertie. Mais si vous leur dites vibre à tant de Hertz, ça va être imposé par le champ électrique, ils vont suivre le champ électrique avec un certain décalage. Mais si vous augmentez la fréquence et que vous la rendez de plus en plus élevée, au bout d'un moment, les électrons, à cause de leur inertie, ils pourront plus suivre la fréquence qui est imposée par le champ. Et à cause de ça, en fait, les électrons, pour des fréquences qui sont supérieures à la fréquence plasma, ils vont rester quasiment immobiles. Et à cause de ça, puisqu'ils restent quasiment immobiles, l'onde va pouvoir se propager à l'intérieur du plasma. Ça, c'est le cas où on a une propagation donc sans atténuation à haute fréquence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais on a des fréquences trop basses, donc oméga inférieur à la pulsation de plasma? Dans ce cas-là, vous avez K carré qui est strictement négatif. Et donc, à cause de ça, vous allez avoir un K qui est imaginaire pur. Donc ici, en fait, vous voyez le cas qu'on avait vu avant, c'est que K il pouvait avoir une partie réelle et une partie imaginaire. Donc dans ce cas-là, on va écrire, s'il est imaginaire pur, il n'y a pas de K', K' il vaut 0. Donc on va juste avoir K qui vaut IK secondes. Et si on a K qui vaut IK secondes, on va avoir le champ électrique qui s'écrit E0 exponentielle de moins K secondes scalaire R exponentielle moins I oméga T. Et ce qu'on voit dans cette forme, c'est qu'il n'y a pas de propagation. On parle alors d'ondes évanescentes. Alors ici, attention, parce que c'est un vocabulaire qui est assez précis, qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment, ce vocabulaire d'onde évanescente. Vous avez deux cas. Si jamais votre vecteur d'onde K, il a une partie réelle et une partie imaginaire, dans ce cas-là, vous avez une propagation atténuée. Il y a quand même un peu de propagation, parce que vous avez toujours un terme en IK' scalaire R, qui va faire qu'il y a une oscillation, il y a un couplage entre le temps et l'espace, et donc il y a une propagation. Mais quand vous avez ce cas-là, précis, où K' vaut 0, vous avez juste une partie imaginaire, à K. Donc dans ce cas-là, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas du tout de propagation. Tout ce que vous avez, c'est juste une dépendance en temps, mais vous n'avez pas de terme en IK' scalaire R. Vous avez juste un terme d'atténuation. Et dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de propagation, on parle juste d'ondes évanescentes. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce cas-là? On pourrait penser qu'il y a une partie de l'énergie qui est absorbée par le plasma. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quand on a une conductivité qui est imaginaire pure, il n'y a pas du tout d'absorption. L'absorption, elle vient seulement de la partie réelle de la conductivité. C'est ça qui fait des pertes d'énergie. Si vous avez une conductivité imaginaire pure dans un plasma, l'énergie ne peut pas être absorbée. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait avec l'onde? Dans ce cas-là, l'onde arrive sur le plasma. C'est pas qu'elle est absorbée par le plasma, elle est tout simplement réfléchie. Parce que là, on n'a pas encore pris en compte la réflexion. Dans ce cas, l'onde incidente est intégralement réfléchie par le plasma. On va voir que ce phénomène en fait, peut être assez intéressant, on peut s'en servir de manière pratique. Pourquoi? Parce qu'on va faire un exemple avec l'ionosphère. Donc l'ionosphère, c'est un plasma froid et dilué. On voit que c'est un plasma dilué parce que la densité moyenne des porteurs de charge dans l'ionosphère, c'est à peu près 10 puissance 11 par mètre cube.
Donc ça, c'est très très petit hein, par rapport aux ordres de grandeur qui seraient 10 ou 20 ordres de grandeur au-dessus dans un métal. Ici, on a seulement 10 puissance 11 porteurs de charge par mètre cube, ce qui est très faible. Donc c'est un plasma dilué qui suit très très bien le modèle du plasma qu'on a utilisé, là où il n'y a pas de collision. Et donc dans ce plasma, on peut calculer avec n la fréquence plasma. Qui vaut à peu près 3 MHz. Je vous laisse faire le calcul pour retrouver cette valeur. Ce que ça nous dit donc, c'est que toutes les fréquences qui sont inférieures à 3 MHz vont être réfléchies par le plasma. Et pourquoi c'est intéressant ça? Pourquoi ça va être pratique? Imaginons par exemple que vous avez la Terre qui est comme ça, avec l'ionosphère au-dessus. Que vous êtes ici, vous avez un émetteur. Et là, vous avez un récepteur. Bon, bien sûr, le dessin n'est pas à l'échelle, hein, c'est pour comprendre. Donc si jamais vous voulez envoyer un message de l'émetteur jusqu'au récepteur, vous pourriez éventuellement être bloqué par le fait que la Terre, voilà, vous avez une certaine courbure de la Terre, ça peut être compliqué. Donc si vous voulez envoyer un message entre ces deux-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez une fréquence d'émission plus petite que la fréquence plasma de l'ionosphère, et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Si vous envoyez une onde comme ça, elle va se faire réfléchir sur l'ionosphère, et elle va arriver jusqu'à votre récepteur. Donc ça, c'est un procédé qui peut être utilisé pour envoyer un signal, de se servir de la réflexion sur l'ionosphère. Donc vous voyez que c'est des fréquences qui sont assez basses. Hein. Alors là, j'ai calculé cette fréquence dans le cas d'une densité de porteur de charge qui vaut 10 puissance 11 par mètre cube, à savoir que l'ionosphère n'a pas une densité de porteur de charge constante au cours du temps. En fait, il y a des grosses variations entre le jour et la nuit. Pour une raison simple, c'est que l'ionosphère, comme on l'avait vu, elle est causée par le fait qu'il y a des rayons UV du Soleil qui vont ioniser les molécules qui sont présentes dans la haute atmosphère. Mais si vous êtes pendant la nuit, si jamais vous êtes dans une partie de l'atmosphère qui est cachée par la Terre, qui ne reçoit pas les rayons du Soleil, dans ce cas-là, vous avez les ions qui vont partir ou se reconstituer en atomes petit à petit, mais qui n'est plus entretenu par les UV. Et donc du coup, vous allez avoir une densité de porteurs de charge qui va être plus faible pendant la nuit, et pendant la journée où le plasma est fortement éclairé, dans ce cas-là, vous allez avoir plus de porteurs de charge. Ce qui peut faire varier cette fréquence plasma, et donc faire varier la fréquence de coupure de transmission. Mais ça, c'est un bel exemple qui vous montre que, en fait, cette réflexion sur les plasmas peut être utilisée donc, pour la transmission du signal. Voilà qui clôture ce cours sur la propagation dans les plasmas. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui cette fois-ci va aussi parler de propagation dans les conducteurs, mais on va parler de propagation dans un métal. Et comme vous allez voir, les choses sont assez différentes. Je vous remercie.